disais qu'une hausse de température d'1 demi-degré en Afrique exposerait 3 millions d'enfants éthiopiens à la malaria. Aujourd'hui, l'Éthiopie, qui est dans une zone de haute plaine, n'est pas affectée par la malaria. Mais si le climat donc augmente de 5 degrés, d'1 demi-degré en Afrique, eh ben, les enfants éthiopiens qui n'étaient pas exposés à ce problème sont également exposés à ce problème. Et ça, c'est en ce qui concerne la santé. Mais bien entendu, il y a le problème de stress hydrique. Aujourd'hui, nos mamans dans les villages doivent aller de plus en plus loin pour essayer de puiser de l'eau. Là où elles vont, on ne va pas forcément les accueillir les bras grands ouverts. Ça peut créer des conflits entre communautés. Vous voyez comment est-ce que ce problème qui a commencé dans la sphère environnementale peut également se retrouver dans la sphère sécuritaire. Est-ce pas une façon de dédramatiser parce que les autres exploitent et arrivé à votre tour, on vous dit non, écoutez, vous serez exposé à autant des conséquences, des risques et tout, parce que de l'autre côté, on a pu quand même industrialiser. Effectivement, il y a une question d'équité. Les pays développés se sont développés, pardonnez la tautologie, et se sont enrichis en prenant la majeure partie de l'espace atmosphérique. Aujourd'hui que nous aspirons également à ce développement, on nous dit « Ah, il faut avoir un développement plus sobre en carbone ». C'est facile à dire lorsque vous êtes déjà riche, lorsque vous êtes déjà développé. Et le problème d'équité se reflète même au niveau des tonnes émises par tête d'habitant. Aujourd'hui, un Américain émet environ 22 tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est-à-dire qu'un Américain se développe, son train de vie, il utilise 22 tonnes de dioxyde de carbone par an. Un Africain, c'est moins d'1 tonne. Un Chinois, même si la Chine est le pays qui émet le plus aujourd'hui, en termes globaux, par tête d'habitant, le Chinois émet environ 5 tonnes. L'Européen est dans la zone de 8 à 10 tonnes. Donc, ce qui veut dire que l'Américain peut prendre 22 tonnes d'espace atmosphérique et avoir ce train de vie, et l'Africain, lui, est confiné à 1 tonne. Donc vous voyez que ça cause un problème d'équité. Et donc dans la négociation, qui est une négociation complexe, ce sont des questions que l'on met sur la table en disant « Très bien, nous voulons bien nous embarquer dans un développement plus sobre en carbone, mais il ne faut pas que ce soit aux dépens de nos objectifs de réduction de pauvreté. Il ne faut pas que ce soit aux dépens de nos fermiers et de nos paysans qui vivent dans des zones de plus en plus arides. Donc il faut qu'on arrive à trouver des moyens d'établir un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat décomplexé où nous venons tous pour contribuer à la solution du problème. Comment y arriver ? D'abord, il faut il faut changer de paradigme. Donc, comme je disais, il ne s'agit pas d'aide au développement, il ne s'agit pas de politique de main tendue pour nous aider à nous tirer donc, de problèmes liés à la pauvreté. Il s'agit d'établir des partenariats pour qu'ensemble nous puissions régler le problème du climat. Par exemple, la RDC a 145 millions d'hectares de forêt. La déforestation contribue à 20% des émissions globales de gaz à effet de serre. Mais le taux est encore faible. Le taux de déforestation en RDC est de 0,3% par an. Faible par rapport à des pays comme l'Indonésie ou le Brésil, où les politiques agro-industrielles qui ont eu lieu là-bas étaient des politiques qui étaient beaucoup plus agressives. C'est-à-dire que les taux de déforestation dans ces pays-là sont effectivement plus élevés qu'en RDC. Donc en RDC, ce n'est pas parce que nous sommes des élèves vertueux que la déforestation n'est pas élevée, c'est simplement parce qu'il y a eu peut-être une concentration, une priorisation qui a été faite au secteur minier, au secteur des hydrocarbures, qui font que le secteur forestier a peut-être été délaissé. Donc aujourd'hui, le taux de déforestation en RDC est beaucoup plus faible que dans ces pays-là, mais il est appelé à augmenter, simplement parce que la croissance économique de la RDC va augmenter. Si on en croit les projections réalistes, certainement de 6 à 8% par an au cours des 15 prochaines années. Il y aura également une croissance démographique, ce qui accentuera la pression sur la forêt. Donc il faut aujourd'hui s'asseoir avec les partenaires en disant la RDC est faiblement électrifiée. Aujourd'hui, 75 millions de Congolais, il n'y a que 6 à 7% d'entre eux qui ont accès à l'électricité. Comment est-ce qu'on peut aider à solutionner ce problème ? Donner plus d'accès à l'électricité aux Congolais, de telle sorte que la pression sur la forêt diminue, de telle sorte que les émissions liées à la déforestation diminuent, de telle sorte que nous puissions protéger les bassins versants que nous avons, de telle sorte que nous puissions
protéger la pluviométrie actuelle qu'il y a, de telle sorte que le débit de notre fleuve puisse être stable. Parce que les prochaines guerres, les guerres d'aujourd'hui sont liées aux ressources minières, aux ressources des hydrocarbures et tout ça, mais les prochaines guerres seront les guerres liées à l'eau. Donc aujourd'hui, en préservant notre forêt, nous pouvons solutionner beaucoup d'autres problèmes à venir. Et cette préservation, puisque nos forêts jouent un rôle de stabilisation au niveau mondial, doit se faire avec l'aide de nos partenaires. Alors, nous n'avons pas été au Quai d'Orsay, où a été organisé aussi des discussions sur les changements climatiques au ministère des Affaires étrangères en France. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette rencontre? J'ai effectivement participé le 14 mai dernier à la première édition des rendez-vous du Quai d'Orsay. Donc il s'agit d'une série de rencontres organisées par le ministre des Affaires étrangères de la France, M. Laurent Fabius, des rencontres qui sont censées s'appesantir sur certaines questions de l'heure. Et la première édition était axée sur le changement climatique et la conférence de Paris l'année prochaine, donc en décembre 2015. Et il y avait un panel de 4 personnalités éminentes. Il y avait M. Nicolas Hulot, qu'on ne présente plus, journaliste, environnementaliste de renom, qui aujourd'hui est ambassadeur climat du président Hollande. Il y avait M. Jean Jouzel, qui est un savant, qui fait partie donc des experts du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Il y avait M. de Chalandard, qui est le patron d'une grosse entreprise française, l'un des fleurons de l'économie française, qui s'appelle Saint-Gobain, et qui est une entreprise qui s'illustre par ses pratiques vertueuses en termes de production. Et il y avait votre serviteur, donc moi-même, qui était là en tant qu'expert ayant été impliqué donc, dans les négociations sur le climat depuis 2007 et ayant représenté le groupe des experts africains pendant 2 ans, puisque j'étais leur président. Donc cette rencontre a eu lieu le 14 et c'était une discussion, débat, et nous avons un peu discuté donc, des perspectives de la conférence de 2015, des défis qui vont certainement jalonner le processus d'ici là, et des opportunités qu'offrirait cette conférence. Donc voilà en quelques mots en quoi consistait ce rendez-vous du Quai d'Orsay. Et l'enjeu qu'il y a par rapport à ça? L'enjeu, je crois que c'est s'assurer que la gouvernance internationale climatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et donc qui repose sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est en fait une espèce de vœu pieux qui demande aux 194-195 parties à cette convention d'entreprendre ce qu'il faut pour empêcher une concentration dangereuse de gaz d'origine humaine, des gaz donc d'origine anthropique dans l'atmosphère. Il faut qu'on aille au-delà de ce vœu pieux. Et une démarche qui allait dans ce sens-là était l'accord fils de cet accord mère qui s'appelle le protocole de Kyoto, qui lui établissait des objectifs de réduction chiffrés pour 38 pays industrialisés. Aujourd'hui, les 38 pays industrialisés, qui représentaient à l'époque une trentaine de % des émissions globales, aujourd'hui ne représentent que 14% des émissions globales. Simplement parce que ces pays ont réduit leurs émissions, et en termes relatifs, les autres pays se sont mis à émettre plus. Donc aujourd'hui, ce protocole de Kyoto n'est plus pertinent. Il faut qu'on aille dans un nouveau accord, un nouveau protocole qui tiendra compte de 100% des émissions globales. Mais dans cette discussion, bien entendu, il y a des principes fondamentaux de la Convention qui ne peuvent pas être mis de côté, qui sont des acquis sur lesquels donc, nous reposons. La responsabilité historique, parce que tous les pays n'ont pas la même responsabilité par rapport aux émissions passées. Les capacités respectives, certains pays peuvent faire plus d'efforts que d'autres, simplement parce qu'ils ont la technologie, parce qu'ils ont les ressources financières. Et il faut également donc respecter la responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire qu'ensemble, nous devons effectivement régler ce problème du climat, mais le Tchad, la petite île de Samoa, n'ont pas les mêmes capacités économiques ou technologiques que les États-Unis, par exemple. Donc je crois que la complexité de la négociation aujourd'hui repose sur ces questions-là, c'est-à-dire quels sont les efforts qui doivent être entrepris par les uns et les autres, quels seront les moyens mis en œuvre pour accompagner ces pays dans l'effort, et également quel sera le degré de transparence par rapport aux efforts entrepris.
Par exemple, aujourd'hui, il y a des pays qui, de manière unilatérale, investissent énormément dans des politiques et dans des activités plus sobres en carbone, mais ces pays-là refusent d'ouvrir leurs frontières, refusent de se soumettre à la surveillance internationale, simplement parce que ces pays estiment que ce serait une sorte d'empiètement sur leur souveraineté nationale. Ces pays estiment qu'aujourd'hui, si je décide de construire un grand barrage hydroélectrique et de me détourner de certaines énergies fossiles, mais que dans la construction de ce barrage hydroélectrique, j'exige que des populations se déplacent. Je ne veux pas que lorsque les gens viendront voir la politique que je mets en œuvre chez moi, pour faire moins d'émissions de gaz à effet de serre, que je commence à être critiqué parce que j'aurais violé des droits de l'homme. Donc il y a toute cette complexité-là qui entre en jeu. Et donc, cette négociation ne peut pas se terminer dès lors que toutes les questions de négociation ne sont pas terminées. Donc il faut non pas tourner une seule clé, mais il faut en tirer, il faut en tourner plusieurs. Et donc maintenant, c'est savoir par quelle clé nous allons démarrer. Par quelle clé vous allez démarrer en termes de priorités? Nous, en RDC, je dirais qu'on a 3 priorités. C'est RED, RED et RED. Donc c'est la réduction des émissions liées à la déforestation, à la dégradation des forêts. En RDC, pays faiblement industrialisé, 77% de nos émissions de gaz à effet de serre viennent de la déforestation. De cette déforestation-là, environ 40% vient de l'agriculture itinérante sur brûlis. Il y a la coupe légale du bois qui contribue à environ 15%. Il y a la coupe illégale du bois qui contribue à environ 12 à 14%. Donc, pour pouvoir réduire cette déforestation, il faut pouvoir gérer tous ces moteurs. Or, il n'est pas aisé aujourd'hui d'allier la pauvreté qu'il y a dans notre pays et les actions à mettre en œuvre pour réduire cette pauvreté. Donc nous estimons que nous apportons sur la table notre forêt, qui joue ce rôle de stabilisation du climat mondial, mais il faut qu'on nous accompagne dans la préservation de cette forêt. La dernière fois que j'ai vérifié, la RDC n'avait jamais envoyé de fusée dans l'espace. Donc, par exemple, nous n'avons pas la technologie pour surveiller notre forêt par image satellitaire. Nous avons besoin d'avoir ce transfert de technologie. Le gouvernement de la RDC s'attelle, depuis quelques années, à réduire la pauvreté de sa population. C'est cela la priorité, réduire la pauvreté et non pas préserver la forêt. Donc si la communauté internationale veut que nous préservions cette forêt, il faut qu'il y ait des transferts en termes de financement. Donc il faut transfert de technologie, des moyens financiers, un renforcement des capacités. Il faut aller vers les populations qui sont pauvres et qui sont habituées à faire l'agriculture sur brûlis, parce qu'en brûlant la terre, il y a un petit flash de productivité à très court terme qui permet de produire plus. Il faut voir comment est-ce qu'on peut encadrer ces gens-là et leur apprendre d'autres techniques agricoles, comment utiliser des engrais. Il faut également, si nous voulons protéger cette forêt, réhabiliter les routes de desserte agricole, de telle sorte que la population puisse acheminer les biens produits vers les grands centres, de telle sorte que la population puisse se détourner de la production du macala, qui lui ne pourrit pas, et puisse retourner dans la production de certains vivres frais qui eux pourrissent et qui malheureusement ne sont plus produits simplement parce qu'il n'y a pas de route d'évacuation. Donc vous voyez que le problème est multiple, mais il se résume à préserver la forêt, même si il y a d'autres problèmes qui sont liés à cela. Oui, mais l'exploitation économique aussi qui doit être responsable. Absolument, absolument. Je pense que si jamais, déjà, il faut reconnaître que par rapport à l'Indonésie ou par rapport au Brésil, chez nous, nous ne pratiquons pas la coupe à blanc. Chez nous, l'exploitant forestier regarde quelle est l'espèce précieuse qu'il y a dans sa concession et il l'extrait. C'est-à-dire qu'il prend le bois qui est précieux et il l'enlève. Donc la forêt en elle-même n'est pas complètement déboisée, mais elle est dégradée. C'est-à-dire que le couvert forestier diminue, mais la forêt continue de persister. Alors qu'ailleurs, on regarde que vaut cette forêt, elle m'apporte $0, je coupe, je vais faire à la place des plantations de soja, je vais faire l'exploitation pour produire de l'huile de palme, et donc on coupe à blanc. Chez nous, ce n'est pas le cas. Donc il faut voir également comment, lorsque nous faisons donc notre exploitation forestière, d'abord s'assurer qu'elle est légale. Donc il faut mettre un cadre pour pouvoir permettre aux petits peuples autochtones de pouvoir exploiter la forêt.
aux grandes exploitations de pouvoir exploiter la forêt, aux petits entrepreneurs de pouvoir exploiter la forêt. Donc il faut un cadre juridique qui facilite cela. Il faut un climat des affaires qui facilite cela. Mais il faut également voir de telle sorte qu'on puisse décourager la coupe illégale. Cela s'accompagne de moyens de surveillance. Il faut qu'il y ait des gardes forestiers, il faut former, il faut des moyens de surveillance également aériens. Il faut s'assurer que nos frontières sont moins poreuses. Or, ce n'est pas facile dans un pays qui a 245 millions d'hectares de forêt. Donc, effectivement, là, je suis en train d'expliquer toutes les choses qu'il faut mettre en œuvre. Maintenant, il faudra qu'on puisse voir l'autre volet du problème, c'est-à-dire les financements requis. Donc, ce que je voulais dire, c'était que aujourd'hui, il faut essayer de voir comment réduire cette déforestation, parce que cette déforestation se traduit par des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les 0,3% de déforestation annuelle que nous avons se traduisent quand même par environ 190 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Si nous continuons sans mettre en œuvre des politiques volontaires, d'ici 2030, ces émissions vont doubler. Nous serons à 400 millions de tonnes émises. Donc il est important de mettre en œuvre des politiques, des programmes pour essayer de réduire cette déforestation. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a moyen d'y arriver. C'est un vaste programme, c'est un énorme défi, d'autant plus que dans cette forêt, il y a des richesses que nous pourrions exploiter pour contribuer à réduire la pauvreté. Donc il faut toujours en fait essayer de trouver le juste milieu, l'équilibre entre la préservation de cette forêt, l'extrême pauvreté des populations qui dépendent de cette forêt et les objectifs du développement du pays. Donc il faut réduire cette équation à plusieurs inconnus et essayer donc de mettre en œuvre des politiques qui puissent nous aider à préserver cette forêt. D'où le besoin de travailler en partenariat avec les pays développés et même certains pays émergents. Le Brésil, par exemple, a mis en œuvre des pratiques de surveillance de sa forêt qui sont très très impressionnants. On peut procéder à une espèce de transfert de technologie, de coopération sud-sud. Alors à ce stade, qu'est-ce qui manque à la RDC? La RDC, je dois dire, dans la sous-région, est un véritable pionnier. Nous étions les premiers à avoir fait ce qu'on appelle la stratégie cadre. Nous avons fait une stratégie cadre RED+, donc une stratégie qui vise à identifier quels sont les facteurs de cette déforestation et pouvoir les gérer, de telle sorte que les émissions liées à la déforestation puissent diminuer. Nous avons dernièrement mis en œuvre plusieurs programmes pilotes, notamment dans la province du Maïndombe. Dans la province de l'Équateur, il y a également un projet qui se fait avec un opérateur forestier local qui s'appelle Safbois. Il y a également dans le Kasaï des opérations qui vont démarrer dans le cadre du programme d'investissement forestier. Et en fait, la RDC, malgré tous les défis que nous avons en termes de développement, nous restons quand même le leader dans la sous-région en termes de mécanismes RED. Et beaucoup de pays viennent vers nous pour voir comment notre stratégie est élaborée et comment est-ce que nous allons démarrer donc, les nombreux projets pilotes que nous avons dans le pipeline. Alors, il y a d'autres invités qui sont passés sur ce plateau pour nous parler de la crise du leadership par rapport à la République démocratique du Congo dans les discussions internationales. Ce qui n'est donc pas le cas ailleurs. On voit par exemple le Premier ministre, le Président de la République s'approprier à cette question environnementale. Oui, vous savez, pour moi, c'est un faux problème. Vous voyez, la RDC, lorsqu'on prend les 200 et quelques millions d'hectares des forêts du bassin du Congo, la RDC détient 60% de ces forêts-là. 145 millions d'hectares de forêts. Donc la RDC n'a pas à se battre. Le leadership est évident. Lorsqu'il s'agit de régler ce problème de la forêt, compte tenu du fait que 60 à 65% de la ressource est chez nous, nous sommes des interlocuteurs immédiats. Donc nous n'avons pas besoin de monter au créneau, faire beaucoup de bruit. Parce que de toute façon, les gens viendront vers nous. Donc moi, je comprends que certains pays de la sous-région se battent pour essayer de prendre de l'avance
Parce qu'ils savent que lorsque les vrais efforts vont être mis en œuvre, la RDC ne pourra pas être mise de côté. Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est lorsque le chef de l'État ou le Premier ministre reçoivent les desiderata de la population, c'est nous voulons de l'emploi, nous voulons des écoles, nous voulons des soins de santé, nous voulons des transports, nous voulons des infrastructures. Donc, quelque part, la priorité en RDC n'est pas clairement définie parce que tout est une priorité. Même au niveau sécuritaire, réformer l'armée est une priorité. Donc, il n'est pas évident de demander aujourd'hui à nos dirigeants qu'est-ce que vous faites du leadership en ce qui concerne l'environnement, alors qu'il y a tellement d'autres problèmes à régler. Donc moi, je crois que, en dehors du fait qu'il y ait tellement d'autres problèmes à régler, il y a également cette question environnementale qui fait partie intégrante aujourd'hui du DCRP, donc du document de stratégie de réduction de la pauvreté. Et je pense que le chef de l'État, à plusieurs occasions, lors de ses discours aux Nations Unies, de ses discours à la nation, lors d'ouverture des sessions parlementaires, a répété à plusieurs reprises que la question de la forêt, la question de l'environnement était une question centrale. Mais aujourd'hui, comme je dis, au niveau international, la RDC n'a pas à se battre pour un leadership qui lui revient de manière naturelle. Alors, y a-t-il encore d'autres rendez-vous environnementaux qui vont pouvoir aborder encore cette question de la déréglementation climatique? Oui, donc il y a une réunion qui commence la semaine prochaine à Bonn, qui sera une réunion de 2 semaines. C'est une réunion donc, des organes subsidiaires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et il y en aura 3. Il y aura les réunions de l'organe subsidiaire chargé de la mise en œuvre, l'organe subsidiaire chargé du conseil scientifique et technologique, et la plateforme de Durban, donc le groupe de travail spécial sur la plateforme de Durban. Il y aura également des réunions au mois de décembre à Lima. Ce sera la 20e conférence des partis. Et il y aura donc d'autres réunions l'année prochaine qui aboutiront à la fameuse 21e conférence des partis en décembre 2015 à Paris, où nous devons adopter le nouvel accord qui régira la gouvernance internationale climatique dans l'ère post-2020. Il y a également, il faut signaler, un sommet que le secrétaire général des Nations Unies organise en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je crois que ce sera le 23 septembre à New York, et où les dirigeants mondiaux sont appelés à venir pour prendre des engagements ambitieux pour la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également pour la question des finances. Donc vous restez optimiste quant à la réussite de toutes ces discussions sur le plan international par rapport à ces situations qui gagnent aujourd'hui à l'actualité mondiale? Oui. Voilà, l'optimisme et le pessimisme, en fait, sont les deux faces d'une même pièce. Et cette pièce-là s'appelle la capitulation. Donc lorsqu'on est pessimiste, on abandonne, on dit ça ne sert à rien de travailler puisqu'on n'y arrivera jamais. Lorsqu'on est optimiste, on se dit de toute façon on réussira. Donc j'arrête de travailler également. Donc moi je dirais que je suis plutôt réaliste et je pense qu'effectivement, de la manière dont les choses se profilent à l'horizon, je crois qu'il y a 90% de chances effectivement qu'on puisse aboutir à un accord à Paris. Je pense qu'il faudra que la future présidence française de cette COP entreprenne un déploiement diplomatique important pour pouvoir arriver à une sorte de pré-accord. Il faut, avant qu'il y ait d'accord de Paris, qu'il y ait un pré-accord. C'est-à-dire il faut voir les grands pays émergents, il faut voir les grands pays développés qui émettent beaucoup, comme les États-Unis, et leur expliquer qu'ils ne pourront pas ne pas faire partie de l'accord. Ce ne sera pas possible. Ils doivent faire partie de l'accord. Et lorsque ces acteurs principaux feront partie de l'accord, je crois que le reste d'entre nous viendront également. Mais je dois dire également que cette conférence de Paris doit absolument réussir parce que sinon, le processus multilatéral sera mis à mal. Et pour moi, le processus multilatéral est le seul processus qui nous permette d'avoir un accord équitable. Autrement, nous devons régler ce problème du climat à travers des accords bilatéraux. Et souvent, les accords bilatéraux, c'est là qu'on voit beaucoup la contrainte. Un pays peut dire « je vais investir 100 millions de dollars chez vous pour vous aider à régler le problème du climat ». Et ensuite, il ferme le robinet en disant « je n'aime pas votre gouvernement, je n'aime pas telle pratique qu'il y a dans telle tribu par rapport aux femmes » et je ferme le robinet. Donc,
il ne faut pas qu'on s'expose à cette espèce de diktat que l'on subit souvent dans le cadre bilatéral, et il faut qu'on puisse privilégier la négociation dans le cadre multilatéral, parce que c'est vraiment ce cadre-là qui nous permettra d'avoir un accord qui soit le plus transparent possible et qui soit le plus équitable possible. Crise climatique, les discussions sur le plan international, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que nous avons eu à évoquer? Je pense que la RDC a une carte à jouer. La RDC, en dépit de tous ces défis auxquels elle doit faire face, et je l'ai dit tout à l'heure, ces défis sont d'ordre économique, social, sécuritaire. La RDC, avec sa forêt luxuriante, avec ces différentes forêts, on a des forêts denses humides, des forêts de miombo, des forêts sèches, on a des savanes arbustives. Donc la RDC, avec ses 140 millions d'hectares de forêt, a un rôle à jouer dans la résolution de ce problème du climat. La RDC donc est désireuse de mettre en action certains plans, certains programmes, mais la RDC ne pourra pas le faire seule. Donc la RDC attend que les partenaires étrangers nous accompagnent dans cette démarche volontaire afin d'établir un partenariat décomplexé où nous apportons notre ressource forestière et où eux apportent des ressources en termes financiers, en termes technologiques, en termes de renforcement des capacités. Et s'il tarde à venir? S'il tarde à venir, la RDC se concentrera sur son objectif qui est donc réduire la pauvreté du Congolais moyen, essayer de donner une meilleure vie à nos populations. Et nous avons beaucoup de richesses qui ne demandent qu'à être exploitées. Donc nous pourrons nous concentrer sur ces richesses-là dès lors que nous n'aurons pas l'accompagnement adéquat. Donc encore une fois, je pense que la RDC, pays souverain, qui a dans les confinements de ses frontières d'énormes ressources, aujourd'hui invite les partenaires à travailler la main dans la main. Si ces partenaires ne viennent pas, la RDC se concentrera sur des options qu'elle a pour réduire la pauvreté. Monsieur Tossi Panou-Panou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir reçu, c'était un grand plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que l'invité, Monsieur Tossi Panou-Panou, est un expert en environnement, développement et finances carbone, membre de la Task Team Climat pour le compte de la République démocratique du Congo. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est prêt pour la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.